Où sont les porte-avions? Cette phrase très célèbre, qui d'ailleurs a été avouée par Bill Clinton il y a maintenant quelques décennies, est souvent le point de commencement de toute gestion de crise pour la politique américaine. Parce que un porte-avions, c'est 40 à 100 000 tonnes de diplomatie. Et quand vous avez un, voire deux porte-avions qui sont à une trentaine de kilomètres de vos côtes, ça va forcément avoir un impact sur les décisions que votre nation s'apprête à prendre. En cet été 2024, vous êtes forcément au courant des tensions entre Israël et l'Iran et ses proxys. Et alors que les attaques sont extrêmement nombreuses dans le Moyen-Orient, les États-Unis ont décidé en ce mois d'août d'augmenter leur posture, leur présence au Moyen-Orient, avec cette semaine une annonce très concrète, l'envoi d'un porte-avions actuellement en mer de Chine vers le Moyen-Orient. Alors, la situation y est même pire que ça, si je puis dire, car des F-22 normalement basés en Alaska ont été envoyés début août au Moyen-Orient et des F-18 normalement basés sur porte-avions ont été débarqués du porte-avions, ont été catapultés pour une base au sol au Moyen-Orient qui n'a pas été communiqué. Alors le catapultage, c'est toujours quelque chose, mais le dernier catapultage, dans la marine française, mais pas que, c'est également toute une tradition. Et aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir, j'ai envie de vous dire, le magazine de mon enfance, qui est un magazine qui ne s'intéresse qu'à l'aéronautique militaire. Ils vont pas vous faire d'aéronautique civile, ils vont faire que du militaire et ils le font très très bien. Et il y a disponible actuellement en kiosque ou magasin un super article sur le dernier catapultage, c'est page 52, le dernier catapultage de Thermo qui était commandant d'une flottille de chasse dans l'aéronaval et que j'ai bien connu puisqu'il était quelques promos devant moi dans la marine. Et voilà, c'est ici que ça se passe. Donc le catapultage au sabre, ça se fait comme son nom l'indique avec un sabre et vous avez toutes les informations qui nous sont communiquées par Thermo qui était le commandant de la 11F où j'ai eu la chance de servir. Alors j'ai jamais été en unité directement avec Thermo, il y a 3 flottilles de chasse et puis Thermo est parti faire les essais. Mais vous retrouvez tout ça dans le Airfan et encore mieux, vous avez tout plein d'informations sur le Mirage 2000-5 pour l'Ukraine. Et si vous regardez un petit peu les derniers magazines, vous avez énormément de choses sur les Mirage 2000, que ce soit Mirage 2000-5 ou même Mirage 2000D. Bref, j'ai passé des heures et des heures et des heures à lire des Airfan dans ma jeunesse. Je ne peux que vous conseiller de vous abonner. Alors comment faire? C'est très simple, on vous a mis un petit coupon AT10 et vous avez 10% de réduction. Si vous souhaitez bien prendre un petit peu de recul et rentrer vraiment dans le détail sur des sujets d'actualité militaire actuelle. Et puis également, il y a toujours des petits récits old school, j'ai envie de dire, et puis des petites BD à la fin qui sont très sympas. J'aime bien celle de ce mois-ci. Allez, petit jingle, et puis on attaque. Avant de rentrer dans le détail des forces en présence actuellement dans le Golfe, là vous voyez un petit peu ces différents mouvements, je voulais faire une toute petite page d'histoire parce qu'on parle des CVN, Carrier Vessel Nucléaires, les porte-avions américains, mais on a souvent du mal à comprendre l'importance de ces porte-avions, mais surtout l'importance de l'expérience emmagasinée par les Américains dans ce qui est l'aviation navale. Quand on parle du CVN 75 ou 78, c'est effectivement parce qu'il y a eu 75 porte-avions avant. Et si on va être très précis, les Américains ont inventé un concept lors de la Seconde Guerre mondiale avec plein de types différents de porte-avions. Vous aviez le CVA, le Carrier Vessel d'attaque, vous aviez le CVB, qui était le gros porte-avions, vous aviez le CVL, Held pour Light, qui était lui le petit, vous aviez le CVS, contre les submarines, contre les sous-marins. Vous aviez le CVT pour l'entraînement, un porte-avions d'entraînement. Et puis, vous aviez également les porte-avions auxiliaires, avec comme par exemple les AVG, les Aircraft Escort Vessel, les ACV, Auxiliary Aircraft Carrier, les CVE, les porte-avions d'escorte, ou encore les CVHE qui portent des hélicoptères, ou encore du CVU, du porte-avions, accrochez-vous bien,
utilitaire. Alors ça peut paraître assez incroyable, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont construit une centaine de porte-avions. Mais le tout premier, c'est le CV-1, c'est l'USS Langley. Rien à voir avec les Britanniques. Samuel Pierpont Langley était un aviateur américain, et c'était à la base un charbonnier lancé en 1912, converti en 1920 porte-avions. On est sur 450 membres d'équipage, 12 000 tonnes, 165 mètres de long, donc 100 mètres de moins que le Charles de Gaulle. En 1922, vous avez le premier décollage avec un VE-7, quelques semaines après, le premier appontage avec un aéromarine, mais ce que peu de gens savent sur ce premier porte-avions américain, c'est comment il a été perdu. Et il a été perdu en 1942 par l'attaque de bombardiers japonais par des Betty qui ont fait 5 fois coup au but avec des bombes entre 60 et 250 kg, ce qui a entraîné la mort de 16 Américains. À 13h32, alors qu'ils étaient au large de Java, ils annoncent l'évacuation et moins d'une heure après, à 14h29, un des escorteurs torpille le porte-avions Langley, premier porte-avions américain, car il était trop affaibli et il ne fallait surtout pas qu'il tombe entre les mains des Japonais. Des centaines de membres d'équipage vont être récupérés, transférés sur différents navires. On va les mettre sur l'USS Pecos pour les envoyer en Australie. Et accrochez-vous bien, 48 heures après s'être fait couler leur porte-avions, les membres d'équipage vont se faire couler leur bateau de sauvetage. Et sur les 630 nouveaux marins à la mer, seulement 232 seront récupérés. Et donc la majorité de l'équipage du Langley n'est pas décédée dans la perte de leur porte-avions, mais dans la perte de leur navire de secours. Ce navire de secours, c'était l'Edsall. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à bord, vous aviez des équipages de l'US Air Force. Vous aviez 33 pilotes de l'US Air Force qui étaient à la base sur le Langley avec des P-40 pour venir aider à la défense de l'île de Java. Et les pilotes de l'US Air Force n'ont pas été sur le navire qui a été coulé, qui allait vers l'Australie. Ils ont été sur un autre navire qui a répondu à celui de secours qui allait vers l'Australie, qui a été coulé. Ils ont été coulés par les Japonais en se rendant au secours du navire qui coulait après avoir secouru les collègues. Bref, vous l'aurez compris, c'était un petit peu un carnage à l'époque dans ces eaux-là. Je pense que c'était intéressant de revenir dessus, car c'est une fin tragique pour le CV-1, mais c'est également l'occasion de se rappeler qu'il y avait des P-40 et des pilotes de l'armée de l'air américaine très actifs dans cette région du monde que l'on n'étudie pas assez à l'école. Maintenant, si vous êtes des gros fans de ce genre d'histoire, allez, c'est cadeau, je vous renvoie vers Arfan. Alors, pour revenir un petit peu à Israël et à tout ce qui se passe, à l'heure actuelle, vous avez le secrétaire de la défense américaine, Lloyd Austin, qui a annoncé l'envoi, pour venir augmenter ou remplacer le Roosevelt, eh bien de l'Abraham Lincoln du CVN-72, qui est actuellement dans l'océan Indien en route vers le Moyen-Orient. On ne sait pas encore à l'heure actuelle si le Lincoln vient complètement remplacer le Roosevelt ou s'il vient aider le Roosevelt et augmenter le Roosevelt, si je puis dire. Cela n'a pas été communiqué, mais cela a été perçu par beaucoup d'observateurs comme une volonté d'augmenter la pression sur l'Iran, car ils ne sont plus au large d'Israël, ils sont maintenant dans le Golfe Persique ou proche de l'Iran, avec forcément une grosse capacité à frapper. Le Lincoln, à bord, ils ont la Air Wing numéro 9, et ils ont notamment les Black Knights, avec le VMF A-34, ce sont des Marines équipés de F-35. On est vraiment sur une unité où vous allez avoir du Super Hornet, vous allez avoir du Growler, vous allez avoir du F-35, tout ce qui se fait bien. Et le Roosevelt, lui, eh bien, il a déposé à terre un nombre non spécifié de F-18 pour une raison très simple. Un porte-avions américain à la mer, d'après les sources ouvertes américaines, ça fonctionne environ 12 heures par jour. Si vous voulez avoir une permanence de protection aérienne pour certaines zones ou certains couloirs aériens H24, avoir des avions en appui depuis le sol, ça vient compléter votre capacité de projection depuis la mer. De plus, ça vous permet peut-être de réduire les durées de transit. Donc ça peut être un avantage certain d'un point de vue opérationnel que de déployer à terre certains avions. La complexité néanmoins, ça va être d'un point de vue logistique, il va falloir avoir tout le matériel pour entretenir vos avions, mais c'est du déjà vu, et là on voit que les Américains sont de plus en plus dans faire bouger un petit peu les lignes dans leur manière de fonctionner, notamment dans le Pacifique, mais ils amènent cette agilité retrouvée, si je puis dire, également pour la protection d'Israël, parce qu'on va appeler un chat. Depuis début octobre dernier, les États-Unis et leurs alliés aident énormément Israël à faire face à de multiples attaques. Ça, c'est une vérité. L'autre vérité, c'est que les États-Unis et leurs alliés sont énormément attaqués, que ce soit en Syrie,
ou en Irak. Pour mémoire, le 5 août dernier, à Al-Assad en Irak, on a encore eu 4 blessés américains et un contracteur blessé. Et les Américains ont subi, en Jordanie, Syrie, Irak, 180 attaques depuis le 7 octobre. 7 octobre où, je vous rappelle, 1200 personnes avaient été tuées, 250 pris en otage, certaines sont encore otages. Et depuis le 7 octobre, d'après le Hamas, 40 000 Palestiniens, de leur côté, ont été tués. Les Américains ont donc été très présents dans la zone et ils ont également envoyé des F-15E de Caroline du Nord, des F-16 d'Aviano et des A-10 du Michigan dans la région. Rajoutez à ça les F-22 dont on parlait tout à l'heure qui nous arrivent de Elmendorf, Richardson en Alaska. Alors ils ont quand même fait 5600 nautiques pour aller se poser à Lake Heath en Angleterre et après derrière ils ont décollé d'Angleterre pour rejoindre une base non spécifiée dans le Golfe. Mais envoyer des F-22 c'est un signal fort. Je vous rappelle que le F-22 peut faire de la défense aérienne mais peut également attaquer des cibles au sol. J'en ai vu personnellement arriver, on pensait en retard sur zone, mais en fait ils arrivaient supersoniques, ils décélèrent subsoniques, ils ouvrent les soutes, ils tirent leur JDAM, ils referment les soutes et ils se reroll comme on dit en RR. C'est assez puissant comme concept, c'est le gros avantage des soutes, ça vous permet vraiment de faire ce qu'on appelle du swing roll. Je passe d'un mode RR à un mode attaque au sol, à un mode RR, sans aucun souci. Le Rafale, par exemple, ou le Typhoon, ou tous les autres types d'avions, ceux qui n'ont pas de soute, une fois que vous partez faire de l'air-sol, vous allez avoir des choses sous les ailes qui vont énormément traîner pour accrocher vos bombes et vous n'allez pas pouvoir manœuvrer votre avion, avoir la même agilité dans ce changement de rôle. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, juste que vous allez être probablement limité en vitesse à cause de ces accroches sous les ailes, accroches qui sont nécessaires pour porter vos bombes que vous ne pouvez pas mettre dans une soute que vous n'avez pas. Autre petit point sur lequel je voulais revenir, c'est cette notion de porte-avions. On a souvent une vision un petit peu biaisée de la réalité des mers, donc les mers c'est gigantesque, mais vous avez à travers le monde 47 porte-aéronefs / avions. Attention, ils ne se valent pas tous. Aux États-Unis, vous avez 11 supercarriers, 100 000 tonnes, et 9 porte-aéronefs, principalement porte-hélico ou porte-F-35, c'est déjà très puissant. Ces 47 porte-aéronefs / avions, ils sont répartis dans 14 marines différentes. Vous avez l'Inde, la Chine et le Royaume-Uni qui ont chacun 2 porte-aéronefs qui sont opérationnels. Et la Chine d'ailleurs va bientôt avoir son 3e qui se rapproche gentiment du supercarrier. La Russie, un porte-aéronef en très mauvais état, ils sont en train de travailler dessus. La France, nous avons le Charles de Gaulle, porte-avions, catapulte, et brin d'arrêt, ce qui nous permet de projeter du lourd, par exemple du Hawkeye ou du Rafale lourd. Mais après, en Europe, on n'est pas les seuls. Vous avez l'Italie, ils ont 2 porte-aéronefs. Vous avez l'Espagne, pareil, un porte-aéronef. Et vous avez d'autres nations, comme par exemple le Japon, qui sont en train de transformer des porte-hélicoptères en porte F-35. Et à côté de ça, vous avez tout ce qui ressemble par exemple au BPC, les Mistral, l'Égypte en a, la France nous en avons, très utile par exemple lors de la guerre de Libye. Et donc c'est une multitude de nations qui ont cette capacité quand même à projeter de la puissance. Et à l'heure actuelle, au large d'Israël, les Américains ont projeté le groupe de combat du WASP. Pourquoi? Parce que s'il y a besoin par exemple d'évacuer du monde du Liban ou de soutenir avec d'un point de vue humanitaire ou autre, vous allez avoir des hélicoptères et c'est très pratique. Donc il y a souvent un groupe avec cette capacité d'hélicoptère qui va se rapprocher des zones de conflit. En France, nos BPC, en Afrique, on fait de multiples évacuations de ressortissants. C'est très pratique. Le porte-avions, lui, va plus être là pour projeter de la puissance. Le porte-hélicoptère peut le faire, mais il y a vraiment plus cette vocation de projection de troupes ou d'évacuation ou de projection d'aide humanitaire. À côté de ça, dans la région, vous voyez sur la carte, vous avez énormément de frégates qui sont en Méditerranée, mais également du sous-marin qui a été projeté. Et vous êtes sur des marins qui ont fait énormément de jours de mer ces derniers temps. Vous prenez par exemple le Teddy Roosevelt, il est parti de San Diego en janvier dernier. Il avait fait 7 mois de mer. Depuis 2020, ils ont fait 540 jours de mer. C'est assez énorme. Surtout qu'il faut bien comprendre qu'avant de partir en mer, vous faites monter en puissance avec vos unités. Donc quand vous partez en mer, ça fait déjà plusieurs mois que vous vous préparez. À côté de ça, vous avez le Carl Vinson que l'on retrouve dans Territoire ennemi, le CVN 70. Bien lui, il vient de rentrer au port après avoir fait RIMPAC 2024, ce gros exercice dans le Pacifique. Et il a fait quand même 134 jours de mer entre octobre et février dernier, puis il est ressorti en juin pour RIMPAC et là il vient de rentrer. Donc comme vous voyez sur cette carte, vous avez le WASP qui est au large d'Israël, la 6e flotte en Méditerranée qui a positionné tous ses navires
au large d'Israël pour pouvoir intercepter des missiles si besoin, mais également pouvoir intervenir et surtout dissuader. La 5e flotte du Golfe Persique, pareil, au large de l'Iran, très présente. Et le Roosevelt qui a fait le tour, qui est revenu au large d'Oman au moment où je tourne cette vidéo et qui est donc en attente de l'Abraham Lincoln. Et on verra derrière ce que les Américains comptent faire du Roosevelt, sachant que clairement, là, l'idée, c'est de montrer qu'il y a ce shift de focus vers le large de l'Iran. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va vers la 3e guerre mondiale? Absolument pas. J'ai presque envie de vous dire au contraire. Le concept est tout simplement un petit peu comme l'été, vous avez la police qui vient patrouiller dans les quartiers où il n'y a plus personne. C'est la même chose. L'idée, c'est de montrer une présence à des fins de dissuasion. Et la Navy américaine a toujours eu cette vocation à faire de la dissuasion, et envoyer des F-15E, envoyer des F-22, c'est vraiment montrer au maximum que nous sommes prêts à intervenir si besoin. Donc ne nous cherchez pas, sinon la réponse sera extrêmement brutale. La loi, c'est moi, et l'ordre. Toutes les armes doivent m'être remises. Rajoutez à ça le fait que cette semaine, les États-Unis ont autorisé la vente d'armes à Israël. On pourra revenir dessus si vous voulez, mettez-le moi en commentaire. Notamment la nouvelle version des Strike Eagle, les Strike Eagle 2, contrat absolument énorme à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et on voit clairement qu'à l'heure actuelle, les réunions des décideurs et des généraux américains doivent être extrêmement denses entre ce qui se passe d'un côté en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient et également les tensions que l'on a entre les Philippines et la Chine, sur lesquelles nous pourrons revenir si vous le souhaitez. En définitive, j'espère que maintenant vous avez une meilleure conscience de la situation, eh bien de à quoi servent ces porte-avions, qu'il y en a en fait beaucoup, qu'il y a les porte-aéronefs, qu'il y a ce petit changement de pression au large de l'Iran, mais que cette pression permet la dissuasion, que la dissuasion n'est pas seulement nucléaire, elle est également conventionnelle, et que l'US Navy est en train de nous donner un petit cours de dissuasion conventionnelle, mais également d'agilité avec ce déploiement de F-18 depuis un porte-avions vers la Terre pour pouvoir fonctionner H-24. Intéressant également de voir à un moment où on parle beaucoup des Russes qui récupèrent des troupes de Kaliningrad pour les envoyer sur leur territoire en renfort, de voir que les Américains, qui ne sont pas engagés dans une guerre à l'heure actuelle, ont eux également besoin de venir chercher des unités qui sont en Alaska pour venir les réinjecter à l'autre bout du monde, au Moyen-Orient. Ça nous montre bien que même avec un budget de la défense de plus de 800 milliards de dollars, chaque avion a son importance et qu'il faut énormément de planificateurs pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je sais que j'avais dit qu'on parlerait du B1B aujourd'hui, mais c'est partie remise de quelques jours pour vous finaliser un petit peu des effets spéciaux. À très vite. N'oubliez pas votre petit AT10 pour vous abonner 1 an ou 2 ans à Airfan. Et comme ça, vous deviendrez des Shibani de la culture militaire aéronautique. Parce qu'il y a toujours des choses extrêmement intéressantes. Comme par exemple, avion de combat américain, Boeing contre Lockheed Martin. Allez, et cadeau, vous avez sûrement entendu parler que Boeing est obligé d'arrêter les essais en vol pour quelques temps de son 777, la nouvelle version. Mais ceci est un autre sujet. Allez, à très vite et fly safe.